Bienvenue au Muséum d'Histoire Naturelle de Rouen. Nous sommes ici dans un très vieux musée qui date de 1834. Bien avant, c'était un couvent, mais il a ouvert dans ces années-là et qui présente surtout des spécimens naturalisés, des animaux, mais vous avez aussi des végétaux, de la minéralogie et aussi de la paléontologie. Je vous souhaite la bienvenue dans ce musée. Nous sommes ici dans la galerie de zoologie. Dans cette galerie, vous allez trouver les animaux les plus emblématiques de ce musée. Ici, vous êtes devant un spécimen qui est naturalisé. On peut dire plus vulgairement, entre guillemets, empaillé. Mais le mot naturalisé va être un mot un peu plus scientifique. Comment ça se passe? Il s'agit d'un vrai animal qui est malheureusement décédé. On va récupérer une partie uniquement de son corps. Donc, nous avons devant nous que sa peau qui est présente. À l'intérieur de son corps, tout sera reconstitué. Il s'agit d'un éléphant qui est mort en 1911, qui s'est échappé d'une ménagerie. Les ménageries, ce sont les ancêtres des cirques, et qui est mort malheureusement d'une pneumonie. Et depuis, nous le retrouvons dans ce musée, présenté au public. Il faut avouer, il est très impressionnant. Nous sommes devant le lion et la lionne d'Afrique, qui ont été naturalisés en 1917, c'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont morts parce que malheureusement on ne pouvait plus les nourrir et du coup le muséum les a donc récupérés. Dans la galerie des poissons, vous trouverez le requin renard, un requin à taille réelle puisque c'est un véritable requin naturalisé qui est ici depuis plus d'un siècle. Nous sommes en présence d'un tigre du Bengale qui est présenté dans ce qu'on appelle un diorama. Qu'est-ce que c'est qu'un diorama? Un diorama, c'est un décor peint qui va nous permettre de comprendre tout de suite le milieu naturel de l'animal. Ici, nous voyons donc que notre tigre du Bengale est situé dans un milieu d'herbe haute. Il faut savoir que le Bengale, ça se situe en Asie, plus précisément en Inde, et donc c'est une espèce qu'on va retrouver dans cette région. Le tigre du Bengale, comme vous pouvez le voir, est en situation de chasse. C'est pour ça que nous l'avons présenté de cette façon. Cela nous permet de comprendre quelle est sa stratégie de chasse. Ainsi, on peut comprendre que les rayures du tigre vont lui permettre de se camoufler et vont ainsi créer une illusion d'optique qui vont tromper ses proies. Les tigres sont malheureusement victimes de la déforestation, mais aussi du braconnage. Leurs organes sont par exemple utilisés dans la médecine traditionnelle. Au début de notre galerie de zoologie, vous allez trouver les primates qui sont les plus proches de l'homme. Outre le bonobo, nous avons l'orang-outan, le chimpanzé et le gorille de plaine. Ils ont la particularité d'avoir tous le pouce opposable, comme nous, particularité importante parce qu'elle va permettre plutôt d'attraper des objets. Alors ici, vous êtes devant un orang-outan, une espèce de primate que nous allons retrouver en Asie et qui va vivre en forêt principalement. Animal solitaire, la mère va rester très très longtemps avec son petit. Vous pouvez du coup voir dans cette vitrine, dans ce diorama, une mère avec son petit présenté ici. Ils sont malheureusement actuellement victimes de déforestation et il en reste très peu en Asie. Dans ce musée, vous avez plus de 300 000 spécimens qui vont être présentés. Mais une des stars sera le gorille de plaine qui est situé ici. Ils ont l'air impressionnants, mais il s'agit en fait d'animaux principalement végétariens qui vont vivre en groupe. Chez cette espèce de primate, il y a un mâle dominant qui va mener le groupe. Pour que vous puissiez mieux voir les ressemblances et les différences des primates, nous avons intentionnellement placé les squelettes de primates en face de squelettes humains. Vous avez aussi des objets ethnographiques qui vont être présentés dans ce qu'on appelle la galerie des continents. Il s'agit ici d'une tenue d'apparat papou qui a été offerte par un chef papou nommé Modije Kepanga qui est récemment venu au musée. La partie la plus impressionnante de cette tenue d'apparat va être la coiffe, la partie posée sur la tête qui est faite de cheveux humains mais aussi de plumes d'oiseaux magnifiques nommés oiseaux du paradis. Un des objets les plus précieux de ce musée est aussi cette proue de pirogue, l'avant d'une pirogue maori. Cette pirogue a la particularité d'être
entièrement de bois sculpté. Et à l'avant, nous pouvons voir un tiki qui tire la langue. Et particularité, ce qui rendrait cet objet sacré, c'est la partie nacrée que vous pouvez voir au niveau des yeux du tiki. Cette statue aurait été créée par Émile Soldi pour Léon Méhédin lors de l'exposition universelle de 1867. Léon Méhédin, archéologue normand, fut le premier à conduire des fouilles de grande envergure au Mexique. C'est une statue qui est purement fictive, qui est censée représenter l'idéal aztèque. Elle ornait une grande pyramide qui imitait le temple de Xochicalco au Mexique. Il faut savoir que Léon Méhédin était un archéologue reconnu et il a peut-être aussi été agent secret. Cette toile était une toile décorative qui représentait en fait les figures mythologiques aztèques avec le dieu jaguar et le dieu aigle. Dans ce diorama de forêt sont présentés des loups normands qui auraient été capturés dans les années 1930 et ramenés au muséum par la suite. Après avoir été décimés de nos régions, ils ont été bien heureusement réintroduits dans le sud de la France. Dans la salle des invertébrés, vous trouverez des insectes, des crustacés, mais aussi du corail. Il faut savoir que le corail n'est pas un végétal, mais bien un animal. Cet animal n'est pas un monstre marin. Il s'agit du grand crabe géant du Japon. C'est en fait une araignée géante. Cet animal vit dans des très grandes profondeurs. Il se nourrit d'animaux présents au niveau du sol, du sable, et en aucun cas d'humains. Bien au contraire, il aura plutôt peur de nous puisqu'il est consommé au Japon. Il y a même des élevages de crabes géants du Japon. Dans la salle de paléontologie, vous avez aussi des ossements qui sont loin d'être des fossiles. Il s'agit ici d'ossements de baleines, plus particulièrement la mâchoire inférieure d'une baleine. Au niveau de la mâchoire ici, vous êtes en présence des fanons qui ne sont pas présents. Les fanons ne sont pas des dents, mais des fils très fins qui vont permettre à la baleine de filtrer sa nourriture. Et ce qu'elle mange, c'est en priorité du krill. Le krill, ce sont des petites crevettes. Le thème des fêtes de la science de cette année sont l'homme et la nature. L'homme s'est longtemps inspiré de la nature, animaux, végétaux, pour créer. Et c'est ce qu'on va faire à travers quelques petits ateliers. Pour parler de l'innovation liée à l'observation de la nature, nous pouvons prendre l'exemple de cette fleur qu'on appelle la bardane. La bardane, c'est la fleur du chardon alpin. En se baladant dans les forêts alpines, un monsieur qui s'appelle Georges Maestral s'est retrouvé avec plein de bardanes accrochées à son pantalon, comme ici. Il a trouvé l'idée ingénieuse de reproduire ce phénomène d'accrochage. Pour cela, il a bien observé cette plante. Il s'est rendu compte qu'au niveau des pointes, il y avait des petits crochets qui s'accrochaient aux boucles, des poils par exemple. Il a donc essayé de reproduire un système innovant qui permettrait de fixer les choses les unes avec les autres. Ce système, vous le connaissez sous le nom de velcro, ou pour les plus jeunes, le scratch. C'est tout simplement une partie qui sera en forme de boucle et une autre partie qui sera en forme de crochet, comme la bardane. Nous pouvons donc dire que grâce à la bardane, nous avons les fameux scratch. Les parents peuvent dire merci et les enfants aussi. Vous connaissez sans doute cet objet. Il s'agit d'un stylo à plumes, sans doute acheté lors de la rentrée, mais pas n'importe quel stylo à plumes, un stylo à plumes avec réservoir. Cet objet a été créé au 19e siècle par Lewis Edson Waterman, qui en avait marre de tâcher ses contrats puisqu'il était assureur. Il a tout simplement eu une idée de génie, l'idée d'utiliser un phénomène naturel qu'on appelle la capillarité. La capillarité, c'est le fait qu'un liquide est capable de monter à travers des espaces très fins malgré la gravité. Pour reproduire ce phénomène, c'est très facile à faire chez soi. On découpe une fleur en papier que l'on va plier pour mettre dans de l'eau. Lorsqu'on dépose une fleur dans un bac d'eau, l'eau va réussir à grimper le long des fibres que l'on ne voit pas à l'œil nu et se hisser en haut des pétales de papier. Et ainsi, notre fleur va s'ouvrir parce qu'en fait, l'eau fait gonfler les fibres
de papier et les rend donc plus lourdes, ce qui fait déplier et ouvrir les pétales. Ce phénomène explique donc comment la sève des arbres remonte le long du tronc jusqu'aux branches. L'observation bien sûr des animaux a aussi permis la création d'innovations. C'est le cas de la nageoire de baleine qui a permis de créer de nouvelles pales pour les éoliennes afin qu'elles puissent avoir un meilleur rendement.